Nous sommes le 7 mai 1945. Il est 20 heures. Au café breton d'Etel, le colonel Borst signe, au nom de l'Allemagne nazie, la reddition de la poche de Lorient. Cet acte officialise la fin de la présence allemande en Bretagne après 9 mois de résistance acharnée. Elle est suivie le lendemain par la reddition de la poche de Saint-Nazaire, dernière ville libérée en France. Mais pourquoi les Allemands ont-ils décidé de se replier sur certaines villes bretonnes comme Lorient? Comment les Alliés répondent-ils à cette stratégie? Et comment les résistants bretons s'impliquent-ils dans le démantèlement de la poche de Lorient? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Lorient est vu comme un lieu stratégique par l'occupant. Les troupes allemandes entrent dans la ville le 21 juin 1940. 2 jours plus tard, l'amiral Karl Dönitz, commandant en chef des forces sous-marines du Reich, visite Lorient et décide d'y installer son état-major. La rade de Lorient est un lieu idéal pour lui, pour y protéger sa flottille de sous-marins, mais aussi la déployer rapidement vers l'Atlantique où la bataille fait rage pour bloquer le ravitaillement de l'Angleterre. Entre 1941 et 1943, c'est l'organisation TOT qui construit la base de Quai-Romand. Elle comprend 3 bâtiments, Quai-Romand 1, Quai-Romand 2 et Quai-Romand 3, qui est le plus grand chantier naval hors d'Allemagne. Lorient devient alors une pièce maîtresse pour la marine de guerre allemande. Ça, les Alliés l'ont bien compris. Ainsi, lorsque les Américains entrent le 1er août 1944 en Bretagne, accompagnés de milliers de FFI bretons, c'est avec la volonté de libérer la région, bien sûr, mais aussi de neutraliser les bases de sous-marins telles que Lorient. L'avancée des Alliés est rapide, à tel point que fin août, la quasi-totalité de la région est libérée, à l'exception de Saint-Nazaire, Brest et Lorient. Les Allemands s'y sont retranchés, conscients de l'impuissance qu'ils ont face aux Alliés. À l'été 1944, c'est donc la création des poches de l'Atlantique, aussi appelée Festung. Cette stratégie défensive va s'avérer payante et freiner l'avancée de l'armée de libération. À Lorient, le général Wood commande la 4e division blindée qui se lance à l'assaut de la ville avec l'appui des FFI. En face, l'artillerie allemande pilonne les assaillants avec ses canons de marine qu'elle a retournés vers l'intérieur des terres. La vive résistance des Allemands oblige le général Wood à stopper son avancée. Le général Farnbacher, commandant en chef des troupes allemandes basées à Pontivy, remplit donc sa mission et parvient à tenir le Festung Lorient plusieurs mois. Pour cela, il crée 3 lignes de défense, dont 2 lignes de repli. Des fossés anti-chars et de nombreux trous individuels sont creusés. Des abris sont construits, de vastes champs de mines sont également établis. Les Allemands profitent également des nombreuses constructions qu'ils ont eux-mêmes érigées sur le littoral dans le cadre du mur de l'Atlantique. Le 12 août, les contours de la poche sont stabilisés. Cette dernière s'étend donc d'une zone allant de la rivière Leïta à l'ouest jusqu'à la presqu'île de Quiberon à l'est, en passant par Groix et Belle-Île notamment. Cette zone étendue donc est encore peuplée à la création de la poche puisqu'on recense à peu près 20 000 civils dans la poche de Lorient pour 26 000 soldats allemands. Face à la stratégie défensive de l'occupant, les Américains choisissent d'assiéger la poche. La libération de Brest change la donne et la stratégie américaine vis-à-vis des poches. Massivement bombardée en 1944 par les Américains, la ville de Brest est presque intégralement détruite et environ 600 civils sont tués lors du siège. En plus de ce lourd bilan humain, l'avancée rapide du front de libération vers l'est et le déplacement des U-boats stationnés à Lorient vers la Norvège incitent les Américains à ne pas engager trop de moyens dans la libération des poches de l'Atlantique, sachant que les Allemands sont en plus incapables de regagner du terrain. Les Américains comptent également sur l'aide précieuse des FFI bretons qui sont présents en nombre pour la libération des poches. Ils jouent un rôle d'éclaireurs et mènent des opérations de collecte d'informations. Les FFI du Morbihan, sous l'autorité du général Bornis Desbordes, comptent environ une dizaine de bataillons et 12 000 hommes. Au musée, nous présentons justement l'uniforme d'un résistant breton combattant dans l'armée de libération dans les poches de Lorient ou Saint-Nazaire. Ici, il s'agit donc d'un soldat de la 19e division d'infanterie FFI. D'abord, on remarque qu'il ne possède pas d'uniforme. Il combat même en sabots de bois, des chaussures qui ont trait au quotidien à l'époque. Les seuls signes distinctifs de ce soldat se situent sur le haut de sa tenue, avec un chemisier de l'armée française datant de 1935, un insigne FFI avec la croix de Lorraine, ainsi qu'un cascadrian avec un filet de camouflage américain. Ces soldats peuvent également utiliser du matériel pris à l'ennemi pendant les combats. Ici, on retrouve notamment un pistolet Radom VIS. Il est largement utilisé parmi les Waffen-SS ou la Kriegsmarine, même si on le retrouve aussi chez les Polonais libres, présents en France ou au Royaume-Uni.
Cette arme est prise par René Fleury lors des combats de libération de la poche de l'Orient. Ce résistant, d'abord prisonnier de guerre, entre dans la résistance en 1943 à Brest. En août 1944, il crée un bataillon de fusiliers marins qui combat dans la poche de l'Orient. Enfin, ici, on retrouve un objet plus mystérieux, en lien avec les poches, puisqu'il s'agit d'un briquet artisanal fabriqué à l'aide d'une douille, vraisemblablement retrouvée dans la poche de l'Orient. Il est gravé à l'effigie de la 19e division d'infanterie FFI, présente donc dans la libération des poches de l'Orient et de Saint-Nazaire également. Les hypothèses concernant sa création restent ouvertes. Il s'agit certainement d'un briquet commémoratif, gravé a posteriori ou durant les combats des poches. Comme nous l'avons vu jusqu'ici, les prises de guerre sont souvent des objets symboliques, portés et utilisés par l'ennemi. Ce sont souvent des armes, mais aussi des objets utilisés par les soldats allemands au quotidien, comme cette paire de jumelles de la marine de guerre allemande, Kriegsmarine. Il s'agit de jumelles de la marque Huet, fabriquées à Paris en 1933. Elles ont été récupérées par Jacques Bruat, résistant de Pontivy intégré à l'OCMJ. Il a notamment participé au combat du maquis de Gerlo-Goden. Il est ensuite intégré au 178e régiment d'infanterie motorisée blindé sur le front de l'Orient. C'est seulement en mai 1945, lors de la libération de la base de sous-marins, qu'il trouve ces jumelles. Le 7 mai 1945, après 9 mois de combats acharnés, Berlin ordonne par radio aux poches de l'Atlantique de cesser le combat. Des discussions sont mises en place dans l'après-midi dans un café du Magoër sur la commune de Plouhinec. Le soir même, la reddition est donc signée au bar breton à Etel, autour de cette table même. L'Allemagne est donc représentée par le colonel Borst et les Alliés sont représentés par le colonel Keating, côté américain, et puis le colonel Joppé, côté français. La reddition, signée le 7 mai au soir, implique d'abord le déminage de la poche par les Allemands, bien sûr la reddition des troupes allemandes, puis la mise en place d'une cérémonie officielle actant la libération de la poche. Celle-ci a lieu le 10 mai à midi à Caudan en présence du général Kramer, côté américain, en présence également du général Bornis-Desbordes, côté français, et puis du général Farnbacher, côté allemand. Celui-ci va remettre symboliquement son arme au général Kramer, actant ainsi la reddition signée 3 jours plus tôt. Ce même jour, les résistants morbihanais rentrent en premier dans l'Orient, acclamés par la population restée sur place. La table de la reddition, qui est donc ici prêtée au musée par Monique Le Bérigot, a donc une forte portée historique et symbolique. Elle est présente au musée jusqu'à la fermeture de l'exposition Libérer la Bretagne à la fin de l'année 2025. À la fin de la guerre, les habitants de la poche vont revenir que très progressivement dans des communes meurtries par les combats. À Lorient, la ville est détruite à peu près 90% et pendant de nombreuses années, les Lorientais vont vivre dans des baraques en bois provisoires. Entamé en 1949, l'immense chantier de reconstruction ne s'achèvera qu'en 1962. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à venir profiter des collections du Musée de la Résistance ici à Saint-Marcel.